qu'est-ce que c'est qu'une corrélation? Qu'est-ce que c'est qu'un rapport de cause à effet? Une corrélation, c'est quand on constate deux phénomènes qui se produisent au même moment, et on peut penser que ce n'est pas une coïncidence. Cela dit, ce n'est pas forcément un rapport direct de cause à effet. Parce qu'il peut y avoir des chaînons intermédiaires qui font que le facteur A qu'on connaît et le facteur X qu'on connaît ne sont pas reliés directement. Il peut y avoir un facteur A qui agit sur un facteur B, qui agit sur un facteur C, et en fin de compte, il y a le résultat que l'on connaît. Et par conséquent, je vais prendre un exemple qui va peut-être scandaliser certains. C'est par exemple la décision de Hitler de débarrasser l'Allemagne des Juifs. C'est un facteur A. Et puis de l'autre côté, il y a la Shoah et la solution finale. Ça, c'est le facteur X. Maintenant, quel lien y a-t-il entre cette décision de Hitler et la Shoah? Une question qui peut se poser. Pourquoi elle peut se poser? Parce qu'on sait très bien, historiquement, je suis en train de lire l'ouvrage de Marius et Paxton, la nouvelle édition Vichy et les Juifs. On sait très bien qu'entre ces deux points, il y a eu d'autres points intermédiaires. Et qui n'étaient pas. Et bien évidemment, quand je dis les points intermédiaires, je veux dire par là que à chaque point intermédiaire pouvait éventuellement découler de chaque point intermédiaire pouvait découler plusieurs options, etc., etc. Donc à partir d'un facteur A, il peut y avoir un très grand nombre d'options, dont celles que l'on peut observer, mais qui n'étaient qu'une option parmi d'autres. On sait parfaitement aujourd'hui que au départ, Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Il voulait en débarrasser l'Allemagne, ce n'est pas la même chose. Il voulait évacuer ces Juifs vers d'autres pays. Et la guerre aurait pu lui permettre de le faire. En conquérant la France, il espérait pouvoir évacuer ces Juifs vers la France. Ça aurait pu être une condition de l'armistice, en quelque sorte. Il aurait pu imaginer que la France aurait placé les Juifs allemands, par exemple, en Algérie, en Madagascar, dans son empire. Ça n'aurait peut-être pas été une mauvaise idée, ni un mauvais apport pour la France. D'ailleurs, une partie des Juifs qui sont installés en Algérie venaient justement d'Alsace et de Moselle. Bon, donc, il y a eu une mauvaise volonté de ce côté-là. Du côté de la Palestine, je pense que Hitler n'aurait pas fait d'inconvénient parce que les Britanniques qui avaient mandat sur la Palestine récupèrent des centaines de milliers de Juifs. Mais ça n'a pas pu se faire. Voyez-vous? Alors donc, par conséquent, bon, j'en ai déjà parlé dans une causerie précédente, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais je voudrais quand même aborder d'autres aspects. Effectivement, dans le cas de l'astrologie, j'ai pu observer effectivement des corrélations entre la formation de certaines configurations de Saturne avec certaines étoiles fixes et certains événements. Mais est-ce que ça suffit pour dire qu'il y a un rapport de cause à effet entre les deux? Pas forcément. Parce qu'il peut y avoir eu des chaînons intermédiaires. Et donc, ce qu'on appelle l'effet, c'est un effet indirect. On pourrait même parler d'un effet secondaire, par certains côtés. On appelle en anglais de side effect. Voyez-vous? Donc, tant qu'on n'a pas rétabli toute la chaîne de causalité, et quand on saute comme ça d'une cause X à une cause à un point Y, sous prétexte que ça se produit au même moment, ou dans la foulée, c'est trop rapide. D'où la conclusion à laquelle je suis parvenu, à savoir que les configurations astrales agissent sur les femmes, et uniquement sur les femmes, qui elles-mêmes
répercute ces stimuli sur les hommes, sur l'ensemble de la société. Hein. Les configurations agissent sur le processus des foules, et la foule est elle-même, en quelque sorte, englobe effectivement des hommes et des femmes dans une dynamique, etc. etc. Donc il faut aussi faire très attention à cet enchaînement de choses. Et on pourrait trouver d'autres exemples de sources, notamment dans le domaine de l'histoire des textes. Certaines sources sont connues. On dit par exemple, voilà, effectivement, dans tel ouvrage, il y a tel et tel emprunt. Mais en réalité, ces emprunts ne sont pas passés directs. Les textes auxquels on a été emprunté n'ont pas été forcément connus en tant que tels de ceux qui ont accueilli ces emprunts. Dans bien des cas, on s'aperçoit qu'il y a une interface. C'est-à-dire qu'il y a eu, avant cela, il y a eu un autre processus, un autre chaînon manquant, qui a lui-même eu contact avec ses sources, et c'est à travers ce chaînon manquant que le document qui nous intéresse a eu accès à ses sources. Donc il n'a pas eu un accès direct à ses sources, etc. On pourrait imaginer par exemple aussi, je sais pas, par exemple que certains mots en hébreu viennent du français, mais en passant par le russe, comme révolution, etc. Donc ce n'est pas une influence directe. Donc ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des effets directs et des effets indirects, dans bien des cas. Et je prends un exemple pour terminer, le zodiaque par exemple. Le zodiaque, d'où il vient? On nous dit il vient des saisons, il vient de je sais pas quoi. Il y a aussi là des chaînons intermédiaires. Il y a par exemple, d'abord, on est passé des saisons aux représentations iconographiques des mois de l'année. Et ce n'est qu'après, à partir de ces représentations iconographiques des mois de l'année, qui sont eux-mêmes inspirés de la symbolique des saisons, que le zodiaque s'est constitué. Tout ça, c'est un travail de genèse qui est beaucoup plus délicat qu'on ne le croit. Et par conséquent, on va trop vite en besogne, souvent.